Je me retrouve à l'examiner le matin à 8 h du matin. J'étais assis face à elle. Donc elle lève sa jupe pour me montrer ce qui la gêne. Donc là, je me retrouve face à la verge de Beyoncé. 3, 2, 1. Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris. Et je m'occupe de la médecine et de la santé sexuelle de l'homme. En quoi consiste le travail d'un urologue ? Un urologue, c'est un chirurgien qui exerce une profession qui est et chirurgicale et médicale et qui a pour but de traiter les maladies de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme. Et pour certains urologues, dont je fais partie, le métier consiste également à s'occuper des problèmes sexuels de l'homme et des problèmes de fertilité de l'homme. C'est donc un peu le pendant du gynécologue pour l'homme, mais également le médecin des problèmes de reins, de vessie et de prostate. Comment avez-vous choisi votre spécialité et pourquoi ? J'ai choisi ma spécialité, comme la plupart des médecins et des chirurgiens, par affinité de personnes. C'est-à-dire que quand on fait les études de médecine, on finit ses études par un concours qui s'appelle le concours de l'internat. Et ensuite, on débute une formation qui dure pendant 4 à 5 ans, qui est en fait le temps pendant lequel on est interne et on va choisir sa spécialité. Donc moi, j'ai choisi d'abord d'être chirurgien, j'ai pu être interne à Paris. Et puis, au fur et à mesure des rencontres dans les services, j'ai croisé des gens qui étaient chirurgiens orthopédistes, chirurgiens de la chirurgie digestive, des urologues. Et je me suis senti plutôt attiré par l'activité de la chirurgie urologique. Moi, je m'occupe d'hommes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Je m'occupe d'hommes qui, au contraire, veulent une solution pour ne plus en avoir. Donc, je fais pas mal de médecine, donc c'est-à-dire des consultations pendant lesquelles on parle avec les gens. Et donc, je ne m'occupe pas que de la chirurgie. Et donc ça c'est la première chose qui m'a fait choisir l'urologie. Et la deuxième chose, c'est que dans l'urologie, il y a une partie que l'on appelle la chirurgie fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est la chirurgie qui consiste à réparer la fonction. Et non pas simplement enlever un cancer, couper une jambe qui ne fonctionne plus. Là, réparer la fonction, c'est-à-dire réparer la continence à des hommes ou à des femmes qui perdent leurs urines, réparer la qualité des érections chez des hommes qui ont des problèmes d'érection, ou réparer la fertilité. Comment se passe un examen urologique ? Quelle est la raison principale des consultations ? Alors un examen urologique, ça se passe d'abord comme une consultation de médecine, donc on va exprimer à son urologue la raison pour laquelle on a demandé à le voir. Ensuite l'urologue, une fois qu'il aura écouté ça, il va vous poser des questions sur votre histoire. Est-ce que vous avez des problèmes de santé ? Est-ce que vous avez déjà été opéré ? Est-ce que vous prenez des médicaments ? Sur vos habitudes de vie, est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous buvez de l'alcool ? Est-ce que vous dormez la nuit ou est-ce qu'au contraire vous travaillez de nuit ? Différentes choses qui peuvent avoir l'air totalement à côté de la plaque par rapport à la raison pour laquelle vous l'avez vu, mais en fait qui sont importantes pour nous, pour que l'on comprenne d'où vient le patient, quelle est sa journée type, sa semaine type, pour comprendre un peu plus le contexte dans lequel arrive sa plainte. Et puis ensuite, donc, on examine le patient, et donc l'examen en urologie, c'est un examen qui commence par un examen qui est centré sur la zone qui pose problème. Un jeune homme qui a mal aux testicules, on va lui examiner les testicules. Une vieille dame qui perd ses urines, on va examiner son urètre, sa vessie. Et bien sûr, je pense que c'est l'objet de la question, l'examen de la prostate pour l'homme de 50 ans et plus, qui est un examen qui va servir à dépister le cancer de la prostate. Ça comporte un toucher rectal, c'est-à-dire une palpation de la prostate du patient par l'urologue. Cet examen, il est un peu invasif, certes, mais il est important pour évaluer le risque de cancer de la prostate. Le toucher rectal, c'est pas un gros problème, et ça permet de dépister des maladies graves. Donc, à mon sens, ça ne devrait pas empêcher les hommes d'aller voir l'urologue. Voilà, ne serait-ce que si jamais il y a un cancer de prostate et qu'au final, il n'est pas dépisté à temps, la sanction chirurgicale ou la radiothérapie du cancer de prostate aura des conséquences beaucoup plus pénibles que le simple toucher rectal de dépistage. Il faut savoir, quand on va voir un médecin, ou en tout cas ça devrait être le cas, et j'espère que ça l'est le plus souvent, on n'y va pas pour être jugé. Et donc, quelle que soit l'attitude que l'on peut avoir, c'est-à-dire sur la réserve, voire un petit peu la timidité ou l'agressivité vis-à-vis du médecin, parce qu'on a peur de ce qui va se passer, ou au contraire être totalement détendu ou un peu trop détendu, de toute façon,
Vous n'allez pas voir le médecin pour vous en faire un ami, donc il faut y aller comme vous êtes. Donc vous pouvez exprimer au moment de vos consultations ce que vous êtes vraiment et vous ne serez pas jugé pour ça. Quels sont les examens de prévention à faire pour s'assurer une bonne santé? Et en fait, les choses changent un peu avec l'âge. C'est-à-dire que jusqu'à 45 ans, il n'y a rien qui ne soit recommandé à présent comme examen à faire de façon systématique. Le dépistage phare chez l'urologue, c'est le dépistage du cancer de la prostate. Se faire une échographie tous les ans de la prostate, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas avec l'échographie de la prostate qu'on dépiste le cancer. Le dépistage, c'est la prise de sang, l'entretien avec l'urologue et si nécessaire l'IRM. Face à une famille dans laquelle il y a beaucoup de cancers de prostate, on peut se dire qu'il y a une susceptibilité génétique et donc il est nécessaire de faire le dépistage plus tôt parce que ce sont en général des cancers plus graves et donc il est important de ne pas rater le début de l'évolution du cancer pour le traiter tout de suite. Pareil, chez les Afro-Antillais, il y a la combinaison de deux choses qui est premièrement la susceptibilité génétique liée aux origines africaines, qui font que les cancers de prostate, encore une fois, sont un peu plus agressifs. Et chez les Antillais, il y a un facteur environnemental. Il y a une exposition à certains produits qui sont utilisés en épandage, notamment sur les plantations de bananes, qu'on appelle le chlordécone, qui sont désormais plus utilisés, mais ces produits-là ont durablement modifié l'environnement des habitants des Antilles françaises. On sait que cet agent, c'est un perturbateur chromosomique et qu'il va être à même d'induire le cancer de la prostate. Et encore au-delà de tout ça, pour les Afro-Antillais, il y a le facteur de la nourriture. Et donc on sait tous ce que c'est que la nourriture aux Antilles, des boissons un peu sucrées, une alimentation riche en protéines animales quand c'est possible, mais avec les temps modernes maintenant, c'est quand même très souvent possible, et une alimentation assez riche en graisses saturées. Or, c'est le pire régime pour le cancer de la prostate. Le sucre, la graisse, les protéines animales. Et donc, quand vous mettez un homme qui a une susceptibilité génétique dans des conditions alimentaires telles qu'on les connaît aux Antilles, avec en plus le chlordécone qui vient s'ajouter, ça fait des cancers de prostate qui peuvent être foudroyants chez des hommes très jeunes. La deuxième chose qui est très importante pour vous tous, les garçons qui regardaient l'interview, c'est le dépistage du cancer du testicule. Et là, ça ne repose que sur vous, puisque finalement le dépistage ne nécessite pas de faire des examens. Il suffit simplement de palper soi-même ses testicules, une fois par mois à peu près, au moment où vous prenez votre douche, pour s'assurer qu'il n'y ait rien d'anormal. Ce qui serait anormal serait de palper un nodule dur, de la consistance un peu de la pierre, au sein du testicule, que ce nodule soit douloureux ou non. Et si jamais c'était le cas, il faudrait consulter un urologue très rapidement pour être sûr qu'il ne puisse pas s'agir d'un cancer. Quel est l'âge moyen de votre patientèle? Alors la patientèle moyenne chez un urologue, l'âge moyen c'est une cinquantaine d'années. Me concernant, j'ai une patientèle qui est plus jeune, parce qu'on est à Paris et que les jeunes hommes en Île-de-France consultent de plus en plus facilement pour venir parler de leurs problèmes ou de leurs craintes à un urologue. Et donc j'ai plutôt une patientèle qui est aux alentours de 35-40 ans, avec des extrêmes, puisque je m'occupe de petits-enfants pour certaines malformations, et que je m'occupe de problèmes d'érection chez des hommes qui ont passé 90 ans. Quelles sont les causes de consultation les plus fréquentes ou les plus présentes? Dans ma consultation, la cause de consultation numéro 1, c'est le problème d'érection. Ensuite, il y a les malformations de verge ou les déformations de la verge. Malformation, c'est le problème avec lequel on vient au monde, donc c'est la verge courbée chez l'homme jeune. Et la déformation secondaire, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie, qui crée une déformation de la verge au cours de la vie. Ça peut être la vingtaine, la trentaine, la quarantaine ou plus tard, mais c'est ce qu'on appelle une courbure acquise. On est arrivé au monde sans, et elle se développe ensuite. Ensuite, je vois des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation, soit d'éjaculation précoce, soit d'absence d'éjaculation liée à une maladie ou à un traitement. Et je vois aussi des hommes qui ont des difficultés à pouvoir concevoir un enfant. Et enfin, bien sûr, j'ai des patients qui consultent pour des questions concernant la contraception de l'homme, c'est-à-dire des demandes de vasectomie ou des demandes d'information sur la vasectomie. Qu'est-ce que le phimosis et que faut-il faire face à un phimosis? Le phimosis, c'est un resserrement de la peau du prépuce, c'est-à-dire un resserrement de la peau qui recouvre le gland. Donc ça concerne évidemment que les hommes qui ne sont pas circoncis. Ce problème, qui est un problème non grave, va provoquer un inconfort, voire des douleurs en érection,
puisque le gland aura du mal à passer à travers la peau pour se retrouver décaloté. Chez certains, le phimosis peut être serré au point que le gland ne puisse pas être vu et que l'orifice par lequel on urine ne mesure que quelques millimètres. Il est important de s'occuper de ce problème quand le phimosis est complet, puisque dans ce cas, la peau qui recouvre le prépuce va engendrer un état inflammatoire chronique du gland, c'est-à-dire un état inflammatoire perpétuel, et c'est un facteur de risque de cancer du gland. Pour un homme qui n'aurait jamais pu se décaloter de toute sa vie, c'est un risque qui est non nul. Deuxièmement, donc il y a une gêne ou une douleur au moment des rapports, liée à la sensation d'étranglement à la base du gland lorsque la peau est abaissée. Et puis troisièmement, ce phimosis, quand il est relativement serré, il va créer des petites plaies récidivantes au niveau de la peau qui vont alterner entre guérison, récidive, aspect un peu sale, avec la peau qui tombe, qui sèche. Et donc un état qui est en permanent disgracieux. Et donc dans tous ces cas-là, la solution nécessite une prise en charge. La prise en charge classique, c'est la circoncision. Pour certains, et notamment pour les hommes qui ont un phimosis qui n'est pas lié à une maladie de la peau, on va pouvoir faire simplement un traitement chirurgical qui va préserver le prépuce, c'est ce qu'on appelle une plastie du prépuce, et donc on va simplement un peu élargir le prépuce sans arriver à la circoncision. Quand la peau est malade, quand la peau est cicatricielle, quand il y a une maladie de peau, la circoncision devient indispensable. Et puis pour certains patients, il y a une possibilité qui est une possibilité non chirurgicale. Chez les enfants qui ont moins de 10-12 ans, on peut arriver à traiter le phimosis à cet âge-là en utilisant une crème à base de corticoïdes pendant une durée assez prolongée, mais ça peut fonctionner. Parfois, le phimosis récidive à l'arrêt du traitement, et à ce moment-là, on se dirige vers la chirurgie. Et puis, il y a un deuxième groupe de patients qui peut ne pas avoir besoin de chirurgie, c'est les patients qui ont un phimosis relativement serré, mais avec encore une fois une peau qui est assez saine. Donc il n'y a pas de maladie de peau, et bien à ce moment-là, on peut traiter le phimosis en utilisant des anneaux que l'on va glisser sous la peau et que l'on va porter plusieurs heures par jour, en moyenne 6 à 8 heures, et l'on va semaine après semaine remplacer chaque anneau par un anneau un peu plus volumineux, et ça peut permettre, au bout de quelques mois d'utilisation de ces anneaux, de retrouver une bonne plasticité de la peau et arriver à traiter son phimosis sans avoir recours à la chirurgie. Ça nécessite quand même d'être très observant, c'est-à-dire de faire l'exercice quotidiennement, de supporter la distension, parce que le fait que les anneaux tirent sur la peau, ça peut être un peu douloureux, mais pour un jeune homme qui voudrait garder son prépuce, c'est une alternative à la chirurgie qui fonctionne, et on trouve ce genre de kit de traitement du phimosis sur Internet à des prix vraiment bas. La seule difficulté de ce traitement, c'est d'arriver à se plier, à faire l'exercice tous les jours, plusieurs heures par jour. Alors le pire état de pénis en consultation, c'est souvent des situations dramatiques. C'est soit un cancer du pénis, et il y a des cancers qui ont un développement qui se fait en creusant l'organe dans lequel il se trouve. Donc je me suis déjà vu face à un patient chez qui il n'y avait plus de pénis, mais simplement un cratère, un trou, avec des tissus infectés, des ganglions partout. Soit ça, soit des traumatismes. Il y a des hommes qui utilisent des anneaux qui se glissent à la racine de la verge, qu'on appelle un cock ring, pour garder une bonne érection. Ça peut être une bonne idée si c'est un anneau qu'on est en mesure de retirer, hein, notamment un anneau en silicone, c'est ce qui est vendu le plus souvent dans le commerce. Quand il s'agit d'un anneau en métal, un écrou, tout type d'anneau issu de la caisse à outils, là ça peut commencer à être compliqué. Et donc quand on se retrouve avec un anneau bloqué à la racine de la verge, bon, au départ c'est une bonne érection, mais avec les heures passant, en fait la verge n'est plus vascularisée. Et donc ça crée des situations délicates avec une possibilité de nécrose du gland. Et donc ce sont des hommes qu'on opère en urgence et pour lesquels on a parfois recours à de l'outillage non chirurgical pour couper les anneaux. Je pense notamment à des anneaux en titane ou en métal, en acier chirurgical comme ils peuvent être vendus dans les sex shops. Ben, si c'est un anneau qui est pas adapté à votre anatomie, qui est trop serré, ben, pour le retirer, le chirurgien aura besoin du matériel du serrurier de l'hôpital pour couper l'anneau. Et ça, je ne veux pas dire que c'est fréquent, mais c'est pas du tout exceptionnel. Ce
qu'il faut se dire, c'est que si on est prêt à utiliser du matériel qui n'est pas fait pour se stimuler, avant de le faire, il faut en mesurer les risques et essayer de le faire aussi dans de bonnes conditions de propreté et d'hygiène, parce qu'il y a également des hommes qui s'injectent des choses sous la peau, des substances sous la peau, qui s'appliquent des substances sur la peau, sur les muqueuses pour se stimuler, et des choses qui ne sont pas faites pour du tout, et ça aboutit à des infections, et là encore à des situations compliquées. Donc essayez de rester dans l'emploi de choses qui ne peuvent pas vous blesser et qui sont propres. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez eu à retirer de l'urètre d'un patient? Bon, j'ai retiré beaucoup de choses de l'urètre de patients, mais la plus étrange, c'est une brosse à dents. J'étais de garde aux urgences et c'était un malade qui s'était enfoncé une brosse à dents dans l'urètre. Et donc c'était pas la première fois, mais il consultait ce jour-là parce qu'il n'arrivait pas à la retirer. J'ai eu un patient qui se stimulait l'urètre avec un fil électrique régulièrement, et donc une fois le fil s'était planté. On a des patients qui se mettent des cure-dents, des billes. Il faut savoir que chez les hommes comme chez les femmes, il y a une sexualité urétrale qui est bien sûr minoritaire dans sa pratique, mais certains hommes et certaines femmes ont besoin d'une stimulation de l'urètre pour avoir du plaisir. Et donc ça peut amener à des conduites qui peuvent amener aux urgences. Quand avez-vous commencé à ne plus être gêné lors des consultations? Pouvez-vous nous raconter une anecdote drôle? Bon, ça fait très longtemps que je suis plus gêné pendant les consultations, puisque je suis chirurgien depuis 14 ans. Je pense que c'est un métier qui est plus facile d'exercer si on est un peu détendu et qu'on arrive à amener un petit peu de convivialité dans la consultation, parce que sinon ça peut vite être oppressant pour les patients. Si les patients ne se sentent pas bien au moment de la consultation, on se coupe d'une partie des informations parce qu'ils ne se sentent pas de les partager avec vous, et donc on les coupe d'une partie de leur traitement. Récemment, j'arrivais à ma consultation le samedi matin, assez tôt, donc à un moment où tout est désert, la rue, l'immeuble, mon cabinet de consultation, mes collègues n'étaient pas là encore, il n'y avait vraiment personne, et d'un seul coup est arrivé le sosie de Beyoncé, une immense femme, grande, avec le brushing et tout ça, habillée très légère. Et juste derrière elle, il y a un petit jeune qui ne la quittait pas des yeux, qui était le deuxième patient. Je l'accueille dans le cabinet de consultation. En fait, c'était un transsexuel qui n'était pas encore opéré. Et donc, je me retrouve à l'examiner le matin à 8 h du matin. J'étais assis face à elle. Donc, elle lève sa jupe pour me montrer ce qui la gêne. Donc là, je me retrouve face à la verge de Beyoncé, ou de son sosie en tout cas. Et donc, je pensais que le problème, ça allait être ça, qu'il allait me parler de ça. Bon. Et parce que, bon, on voit des gens transgenres en consultation d'urologie, notamment moi en andrologie, donc c'est pas le problème. Mais en fait, elle était venue me voir parce qu'elle trouvait que son pubis était un petit peu trop épais. Elle me dit non, mais ça choque mes partenaires. Donc je me suis retrouvé le samedi matin, face à une Beyoncé qui devait mesurer 2 mètres, qui était taillée comme un joueur de basketball, donc face à sa verge, et qui me disait qu'elle était gênée par ce pubis qu'elle trouvait un peu redondant et qu'elle trouvait dérangeant. Est-ce qu'un pénis circoncis est plus propre qu'un pénis non circoncis? Non, un pénis est propre si on le lave, qu'on soit circoncis ou pas. Donc c'est pas parce qu'on est circoncis qu'on n'a pas besoin de le laver, et par contre si on n'est pas circoncis, c'est une bonne raison de le laver au moins une fois par jour. Alors pour les hommes comme pour les femmes, il ne faut pas faire d'excès de propreté, il faut éviter de se nettoyer toute la journée avec des lingettes, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à vous vendre des lingettes en vous disant que le mieux c'est de se le passer 4 ou 5 fois par jour, ça va lui faire vendre des boîtes, mais il ne faut pas faire ça, parce que quand on fait ça, on déséquilibre la flore bactérienne, les bactéries qu'on a sur la peau, de façon normale, et qui nous défendent contre les autres bactéries qui, elles, peuvent provoquer des maladies. Et donc, si on tue les bactéries qui sont normalement sur nous, eh ben, on va laisser la place pour les bactéries qui donnent des maladies pour qu'elles se développent. Donc, il faut être propre. Être propre, ça veut dire se laver une fois par jour, c'est pas la peine de se laver plus. Et qu'on soit circoncis ou non, c'est pas une excuse pour ne pas se laver. Et je vous ferai pas d'anecdote sur les gens qui se lavent pas, parce que ça, j'en ai trop. Comment éviter de casser son frein? Alors, on ne peut pas toujours éviter de casser son frein. La plupart des hommes qui se déchirent le frein du pénis, c'est des hommes qui ont un frein court, c'est-à-dire qui sont nés
constitutionnellement avec cette petite attache de chair entre le gland et le prépuce qui est courte. Et donc en érection pendant un rapport, le frein peut se déchirer. Il y a un peu plus de risque de se déchirer le frein si le rapport est un peu fougueux ou s'il manque de lubrification. Mais chez les hommes qui ont un frein court, il n'y a pas vraiment de moyen d'éviter ça, hormis le port d'un préservatif, parce que le port du préservatif, chez le garçon qui a un frein court, ça le protège quand même relativement de déchirer son frein. En cas de déchirure du frein, premièrement, ne pas paniquer. Ça fait beaucoup de sang d'un coup si c'est une vraie déchirure. Ceux qui se déchirent totalement le frein vont savoir de quoi je parle. Et donc là, il y a une petite artère dans le frein et ça peut saigner vraiment beaucoup. Donc premièrement, il ne faut pas paniquer. Ça ne peut pas saigner au point qu'on se vide de son sang et qu'on meurt dans d'atroces souffrances le soir même. Donc pas d'inquiétude. Deuxièmement, ce qu'il suffit de faire, c'est de pincer le frein à l'extrémité qui saigne. Parce qu'en fait, quand ça se déchire, il y a deux extrémités. Mais la seule qui saigne, c'est celle où arrive le sang, c'est-à-dire l'artère. L'artère du frein, en fait, c'est côté pénis, pas côté gland. Mais en fait, il faut pincer très fort cette partie qui saigne, et pendant au moins 2 minutes sans relâcher. Et en général, au bout de 2 minutes, quand on relâche, ça saigne plus. Si vous avez de quoi faire un pansement, vous faites un pansement. Pour le soir même, c'est terminé, vous passez à autre chose. Et puis le lendemain, le mieux, c'est d'aller voir votre médecin, ou si vous avez un urologue, vous pouvez aller le voir. Mais c'est pas nécessaire d'aller aux urgences, de vous retrouver à attendre des heures sur un banc aux urgences avec une tache rouge sur le jean, parce que vous serez bien sûr pas prioritaire puisque c'est pas mortel, et vous risquez de repartir avec un pansement après avoir passé 4 ou 5 heures à attendre, donc vous allez être déçu. Une fois que le frein est déchiré, il n'y a rien à réparer en urgence, il n'y a pas de suture, on fait un pansement pour que ça ne fasse plus mal, ensuite on met un peu de crème cicatrisante, et soit le frein est déchiré totalement, et à ce moment-là, vous vous êtes fait une plastie du frein, et vous êtes guéri, ça se déchirera plus jamais. Soit ça s'est déchiré à moitié, la partie qui reste est encore plus fragile que ce que vous aviez avant, et à ce moment-là, il faut aller voir un urologue pour qu'il vous fasse une plastie du frein, et que ce soit réglé une fois pour toutes. Comment savoir si vous vous êtes fait une vraie déchirure, ou si vous avez fait que la moitié du travail? Si vous êtes vraiment déchiré le frein, les rapports sexuels suivants, ça tirera plus du tout, vous n'aurez pas de douleur. S'il vous reste encore un petit bout de frein, ça va faire mal, vous aurez une sensation de fragilité au moment des rapports, et à ce moment-là, c'est là qu'il faut consulter. Pourriez-vous nous parler des moyens contraceptifs de l'homme? Vasectomie, slip chauffant. Le premier moyen contraceptif, mais qui ne va pas emporter votre adhésion massive, c'est l'abstinence. Ça, c'est la première chose. Je vous le dis parce que c'est quand même écrit dans les livres. Le deuxième, sur lequel je pense qu'il faut vraiment se reposer tant qu'on n'a pas un partenaire ou une partenaire régulière, c'est le préservatif, qui permet aussi d'éviter les infections sexuellement transmises. Et donc ça n'est pas rien. Et ensuite, quand il s'agit de la contraception au sein d'un couple, il y a bien sûr la vasectomie, qui est un moyen contraceptif qui revient en force ces dernières années, pour différentes raisons, et qui est un moyen contraceptif très efficace. Ça nécessite néanmoins une intervention chirurgicale, avec une anesthésie locale ou une courte anesthésie générale. C'est un moyen de contraception qui revient sur le devant de la scène en France après avoir été interdit à plusieurs reprises, parce que c'était considéré comme une mutilation. C'est désormais à nouveau autorisé, donc des gens se posent la question de le faire ou de ne pas le faire. Si le chirurgien est partant, on peut le faire. Donc tous les chirurgiens urologues ne le font pas, ça dépend un peu des convictions de chacun. Il y a des pays dans lesquels c'est interdit. Mais ce qui fait qu'on en entend de plus en plus parler, c'est le changement de génération qui fait que les hommes sont de plus en plus impliqués dans la contraception de leur couple. C'est-à-dire qu'avant, c'était le préservatif, et ensuite, quand on était en couple, la pilule, et c'était à la femme de prendre le contraceptif, et c'était une affaire qui était entendue. Or, la contraception médicamenteuse chez la femme, elle est associée à des risques de maladies, des thromboses notamment, des modifications de la libido, des modifications du morphotype, de la prise de poids, de l'acné. Donc il y a différentes choses qui sont associées à ces prises d'hormones. En plus de ça, cette prise d'hormones, elle nous expose à un risque collectif, puisque les hormones que prennent les femmes, on les retrouve dans leurs urines, qui elles-mêmes deviennent des eaux usées, qui ensuite retournent dans les rivières, et ensuite vont se déverser dans la mer. Elles vont modifier le sexe des animaux qui sont dans ces ruisseaux. Il y a des animaux qui se multiplient de moins en moins, parce qu'ils sont exposés aux hormones,
Et c'est comme ça que, notamment chez les batraciens, il y a une diminution de la fertilité parce qu'ils sont exposés aux hormones femelles qui viennent de la contraception orale des humaines. Et donc ça, c'est pareil pour nous, parce que c'est aussi de l'eau qui va finir en eau de boisson. Et donc la contraception basée sur les prises d'hormones, ça n'est pas sans conséquence, ni à titre individuel pour la femme qui prend la contraception, ni à titre collectif. Donc cette prise de conscience, notamment sous l'influence des pays anglo-saxons, où la vasectomie se fait très facilement, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, vous consultez et vous pouvez avoir la vasectomie dans la journée. C'est devenu quelque chose vraiment de banal. Et bien, cette prise de conscience collective fait qu'on fait de plus en plus de vasectomies. Néanmoins, en France, c'est encadré par des dispositions médico-légales, et il y a notamment 4 mois de réflexion entre le moment où vous voyez un médecin pour exprimer un désir de vasectomie et le moment où on fera l'opération. Donc ça ne se fait pas sur un coup de tête en France. C'est un moyen de contraception qui doit être considéré comme définitif. Ça peut être réversible, on peut faire une opération, mais il y a un risque que cette opération ne soit pas suffisamment efficace, et donc on peut se retrouver infertile de façon définitive après une vasectomie. Ne vous dites pas, de toute façon on peut faire l'opération inverse et ça marche, c'est facile. Il y a des gens chez qui ça marche très bien, et puis d'autres chez qui ça ne marche pas. L'autre moyen contraceptif dont on entend beaucoup parler, c'est le slip chauffant. Bon, le slip chauffant, il est basé sur le fait que les testicules fabriquent les spermatozoïdes quand ils sont à moins de 37 degrés. Et c'est pour ça qu'on a tous nos testicules en dehors de l'abdomen. En tout cas, ça devrait être le cas. À cet endroit-là, les testicules sont moins chauds que dans le contenu de l'abdomen, et donc ils peuvent produire les spermatozoïdes. Inversement, les hommes qui ont des testicules qui sont mal descendus, ou pas descendus du tout, ont des testicules qui sont exposés à trop de chaleur, et des testicules qui ne fonctionnent pas. Eh bien, basé sur ce concept, en fait, il a été créé différents types de slips qui remontent un peu les testicules vers l'abdomen, et exposent les testicules à une chaleur plus importante, et en exposant ces testicules à la chaleur, vont atténuer leur pouvoir de fabriquer des spermatozoïdes. Bon, c'est efficace, mais c'est extrêmement contraignant. Donc ça convient à une certaine population qui est anti-médicaments, très compliante aux contraintes, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous arrêtez de mettre le slip chauffant ne serait-ce qu'une journée, ça perd son efficacité à nouveau. Pour l'instant, la contraception de l'homme, ça se résume au préservatif et à la vasectomie. Il y a des recherches qui se font actuellement sur la contraception orale, comme les médicaments que prennent les femmes, mais ça rencontre les mêmes difficultés que la contraception orale chez la femme, c'est-à-dire quels sont les effets de la prise d'hormones année après année. Et donc les doses d'hormones qui seraient nécessaires de prendre pour mettre à l'arrêt la fertilité sont des doses importantes, et les effets indésirables ne sont pour l'instant pas négligeables. Donc il n'y a pas de pilule de l'homme pour l'instant. Est-ce normal d'avoir le pénis courbé? Alors la réponse c'est oui et non. Aucun manuel d'anatomie ne mentionne le fait que la verge ou le pénis en érection devrait être droit. Néanmoins, le fait d'avoir la verge déformée peut induire des problèmes de différents ordres. Premièrement, un problème psychologique, c'est-à-dire la sensation pour celui qui a une verge courbée de ne pas être comme les autres, à tort ou à raison, parce qu'on n'a pas forcément vu le pénis de ses amis, enfin en tout cas pas tout le monde. Le deuxième type de problème que ça peut poser, évidemment, c'est un problème mécanique, un problème technique au moment de l'activité sexuelle, et on estime qu'au-delà de 50 degrés de courbure en érection, les choses peuvent être difficiles, soit pour le début du rapport sexuel, soit pour entretenir un rapport sexuel avec une verge qui va avoir tendance à ressortir pendant les va-et-vient. Là encore, certains hommes ont une courbure de verge très importante et se débrouillent parfaitement bien avec cette verge-là. Et donc, ce qui est important de faire passer comme idée, c'est qu'il n'y a pas de normalité dans l'anatomie du pénis. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous acceptez et la façon, ce qui vous est possible de faire ou impossible de faire. Qu'est-ce qu'un micropénis? Un micropénis, c'est une verge qui en érection mesure moins de 6 cm. Alors il y a des vrais micropénis, c'est-à-dire ce qu'on appelle une hypoplasie de verge, c'est une verge qui ne s'est pas développée. Et puis il y a aussi des verges qui sont normales, parfois un peu plus courtes que la moyenne, mais parfois même de taille normale, mais qui sont enfouies dans la graisse. C'est-à-dire on peut avoir l'impression d'être face à une petite verge, et en fait c'est juste une verge qui est enfouie. Auquel cas, ça n'est plus un micropénis. Il n'y a pas le pendant pour le micropénis, on ne dit pas macropénis, mais on dit hypertrophie de verge. Alors c'est vrai qu'au-delà du côté anecdotique qui est lié à toute l'imagerie qui est liée à la grosse verge,
C'est un motif de consultation qui n'est pas exceptionnel. Ça entraîne différentes difficultés. Premièrement, pour les gros pénis qui fonctionnent normalement, ça peut être lié à des douleurs ressenties par les partenaires. Parfois au point qu'on soit face à un homme qui fait une demande de chirurgie de réduction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les difficultés d'érection. Parce qu'en fait, une bonne érection, c'est une verge qui se remplit de sang. Et donc, ça implique une bonne pression entrante, du sang qui va rentrer dans la verge, et un réservoir, qui sont donc les deux corps caverneux qui sont dans la verge, qui est quand même un volume limité, puisque la quantité de sang qui peut arriver là, elle-même, elle est limitée. Donc, si le réservoir n'est pas rempli sous pression, il n'y aura pas d'érection. Et donc, on a des patients qui consultent parce qu'ils ont des difficultés d'érection, ils ont une très grande verge, et ils n'ont jamais eu d'érection rigide. Est-il dangereux de trop se masturber? Il n'y a pas de complications liées à la masturbation sur le plan organique. On n'abîme pas ses organes génitaux en se masturbant, ça rend pas sourd. Tout ce qui était les discours hygiénistes du 19e siècle qui essaient de faire en sorte que les petits garçons et les petites filles ne se touchent pas. Bon, tout ça, bien sûr, c'est des bêtises. Il n'y a aucun problème à se masturber, ça ne va pas induire de maladie, ça ne va pas donner des problèmes de fertilité, rien du tout. Il peut quand même y avoir un problème lié à la masturbation, c'est quand la masturbation devient l'activité principale. Et là, ça fait partie de certaines maladies psychiatriques, qui sont soit des maladies connues, soit une tendance à une certaine maladie, ce qu'on appelle un état borderline chez les psychiatres, et qui parfois peut se concrétiser de cette façon-là. C'est-à-dire des jeunes garçons qui vont venir en consultation, en général pas chez le psychiatre, mais plutôt chez l'urologue, en disant « je ne peux pas m'empêcher de me masturber ». Il y a des patients qui se masturbent plusieurs fois par heure. Ils sont en consultation et ils viennent vous voir en vous disant « j'ai failli me masturber dans la salle d'attente ». Bon, c'est fort heureusement pas très fréquent, mais c'est une vraie pathologie. En fait, c'est une pathologie psychiatrique qui induit des comportements contre lesquels le cerveau n'a pas d'influence, que le cerveau ne peut pas inhiber. Il y a également certains médicaments qui sont des désinhibants qui peuvent entraîner ça. Donc, il n'y a pas de problème organique à se masturber, on n'abîme pas ses organes, on n'abîme pas son corps, mais si on utilise son temps essentiellement à se masturber, ça pose évidemment des problèmes sociaux, des problèmes de comportement qui vont rendre les journées un peu compliquées. Est-il possible de se casser la verge? Oui, on peut se casser la verge, c'est une façon d'exprimer ce qu'on appelle une fracture des corps caverneux, mais on dit aussi fracture de verge. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand, au moment d'une érection, s'il y a une force tangentielle qui vient s'appliquer sur le bord de la verge, l'endroit qui est mis sous tension ici peut se déchirer. Ça peut déjà provoquer un craquement que l'on est susceptible d'entendre. Deuxièmement, ça va entraîner un hématome, donc la verge va devenir bleu-violette très rapidement, elle va gonfler. L'érection va retomber, puisque le corps caverneux s'étant ouvert, il n'y a plus de pression à l'intérieur, c'est comme un ballon qui s'ouvrirait. Dans ce cas-là, il est impératif de faire le maximum pour arriver aux urgences dans les 6 premières heures. Pourquoi? Parce que si l'on peut réparer cette déchirure, il n'y aura pas de risque plus tard sur la qualité des érections. Merci à la chaîne Cru de m'avoir donné l'opportunité de répondre à ces questions. Il est pour moi important que les hommes qui ont un problème, mais également ceux qui n'en ont pas forcément et qui se posent la question, puissent avoir des réponses à des questions simples. Comme vous le voyez peut-être, en fait, la plupart des hommes se posent les mêmes questions et les questions des uns et les réponses qu'on va y apporter vont enrichir les recherches des autres. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dr Sébastien Bellet, sur laquelle je réponds à ces questions-là sur un plan un peu plus médical et dont le but est d'essayer d'apporter les informations, notamment aux hommes qui ont des difficultés à pouvoir voir un urologue en consultation. À bientôt. Est-ce que j'ai déjà un préféré? J'ai fait du sexe.